Bonjour. Avec toutes les... moi, j'ai 2 filles, j'ai des sœurs, j'ai une mère. Je le sais que notre société va vite. Je comprends très bien ce que vous expliquez, puis je pourrais dire que je suis plus d'accord. Mais comment puis-je penser tout ce recul que ma fille, mes sœurs, ma mère prennent avec l'immigration qui se fait, puis ce qui arrive, là. Vous savez très bien, je n'ai pas envie de défiler tout ça, là. Comment je dois mettre ma réflexion? Comment je dois comprendre, de me dire que je comprends très bien que ça va changer avec les générations. Je comprends très bien. C'est long, on n'est pas habitué. Avant, quand j'étais jeune, ça pouvait être plus long un peu. Pour mon grand-père, ça pouvait être encore plus long. Ça allait tranquillement la vie. Là, ça va très vite. Malheureusement, je ne suis pas tellement d'accord avec ça, mais ça va très vite. Comment vous pouvez m'aider à me faire comprendre, de dire, sois zen, prends patience, puis essaie d'enseigner à tes filles que ça va changer. Mais Merci. ça change. Les femmes, les filles et tout ça, vous parlez de pratiques qui ne sont pas égalitaires, mais n'oubliez pas que notre société n'était pas si égalitaire que ça. Ça change vite, ça change très vite. Quand j'ai commencé à la faculté de droit à McGill, l'article, je pense, 208 du Code civil actuel, à cette époque-là, disait que la femme qui commettait l'adultère sortait sans rien. Elle n'avait rien. Pas le mari. Le mari gardait tous ses... Il pouvait y avoir une séparation, mais il n'y avait pas de divorce, bien sûr. C'était avant la loi du divorce. C'était l'année de la loi du divorce. Mais la femme perdait tout. Il y avait aussi un autre article horripilant dans le Code civil qui disait que les gens dont la religion ne permettait pas le mariage avec quelqu'un d'une autre religion ne pouvaient pas marier cette personne-là. Donc, il n'y avait pas de mariage. Le mariage entre moi et ma femme était illégal 13 ans avant. Et pourtant, en 1980, quand je me suis marié, les gens ne se souvenaient plus. Il n'y avait pas question, mais c'est quoi ça? Bien sûr, ils sont 2 jeunes personnes qui ne sont pas mariées, ils ont le droit de se marier. Personne n'a posé une question, est-ce que l'Église catholique ou le rabbinat permet votre mariage? C'était une question inexistante. Donc, ça évolue très vite. C'est pas très loin, l'année 68, quand j'ai commencé mon droit. Deuxièmement, il ne faut pas penser que le coutume, par exemple, si une femme porte un foulard, c'est nécessairement humiliant. D'abord, je sais que beaucoup des filles musulmanes choisissent de porter le foulard elles-mêmes. C'est vrai. Il y en a qui sont influencées par leur père et mère, mais il y en a qui le font d'elles-mêmes. On ne peut pas généraliser. Il y a également le fait que celles qui ne le font pas d'elles-mêmes, ou bien qui le font non pas parce que le père les force, mais parce que ça garde la paix, mieux la paix, sont parfaitement conscientes. J'ai eu une expérience, ça fait 2-3 ans, j'étais à McGill, donnais une conférence, et il y avait une fille en foulard qui posait des questions à la fin, des questions surprenantes venant d'elle, manifestement favorables à l'avortement, à la liberté sexuelle. Ah, je n'ai rien dit parce que je ne voulais pas la gêner devant ses collègues, mais après, je me suis approché d'elle et j'ai dit, mademoiselle, il y a une chose que je voudrais vous poser. Vous portez le foulard, mais ce que vous avez dit est clairement radical. Oh, ne vous en faites pas de mon foulard. Je porte ce foulard parce que mon père le préfère. Si demain, je trouve un garçon anglais, français, juif que je vais marier, le foulard va disparaître. Il va disparaître d'une journée à l'autre pour ne pas déplaire à ma belle famille. Donc, ce n'est pas vrai que c'est du fanatisme ou c'est d'autres choses. Je pense que le foulard, le kirpan, un crucifix très lourd, ce sont tout simplement des choses que les gens font pour des raisons très différentes. Une autre chose, quand j'avais 12 ans, 11 ans, j'ai commencé des cours de piano à l'école Vincent d'Indy, où mes
professeurs étaient des religieuses et c'était avant Vatican II, donc habillées formellement en noir avec un crucifix. Je me souviens, sœur Louise Angela m'a demandé une fois, elle a fouillé dans ma serviette parce que je cherchais mes notes musicales, la musique que je devais jouer. Elle est tombée sur une Bible. Elle m'a dit, mais comment ça, tu lis ça et tu n'y crois pas? Comment c'est possible? C'était vraiment, elle croyait avec l'ardeur le plus touchant au monde. Et elle portait des vêtements et tout ça. Mais ça n'a pas empêché la Révolution tranquille d'arriver. Et je pense qu'il aurait été injuste pour moi de dire « Je ne peux pas recevoir de services d'éducation de vous parce que vous portez votre habit de religieuse. Je ne peux pas vous parler. Ôtez ça tout de suite, madame. Ce n'est pas la bonne idée. » Et pourtant, c'est arrivé... très rapidement, ceux d'entre vous qui ont vu le film de Léa Poul, La Passion de Sœur Angélique, l'an dernier, c'est arrivé très vite, 4 ans ou 5 ans après ça, tout a changé. Alors je pense que nous ferons mieux de faire ça. Maintenant, il y a certaines choses qui sont inacceptables, et moi-même, je dis sont inacceptables. J'ai eu un appel d'un directeur d'école, une fois, à une école secondaire, qui me dit, j'ai le problème suivant. J'ai un garçon dont la famille est anglaise protestante et une fille musulmane apparemment Pakistan est très croyante. Et ces deux sortent ensemble et le père musulman m'a appelé en me disant « Je vais tuer les deux et vous aussi, si ça continue. » J'ai dit « La première chose que vous avez l'obligation de faire, c'est appeler les directeurs de la protection de la jeunesse. Mais en aucun cas, vous n'avez le droit de séparer les deux. » Les deux ont le droit de sortir ensemble et l'opinion des pères ne peut avoir aucun effet. Vous devez les protéger, mais non pas les séparer. Il y a certaines choses qui sont inacceptables. Ce père-là est inacceptable. Et je vous dirais que pour moi, ce qui est essentiel dans l'intégration des immigrants, c'est l'absence de toute barrière au mariage. C'est vrai que certains gens vont s'épouser à l'intérieur du groupe, ils vont rencontrer ces gens-là avant, il y a toutes sortes de choses. Mais à condition qu'il n'y a pas de barrière ferme, quand ils vont aller à l'université, tout ça, il va y avoir un mélange très rapide. Et après ça, quand vous avez 8 grands-parents différents, il n'y aura pas question des signes visibles d'une religion. Et laquelle, à ce moment-là, laquelle des religions? Alors, il y a des limites. On ne peut pas ne pas donner l'égalité aux femmes, mais il n'est pas nécessaire d'enlever le foulard tout de suite. Merci. J'adhère à beaucoup de vos opinions, M. Gray. Mais c'est toujours souvent une question de nombre. À l'époque de l'Empire romain, un sénateur avait présenté l'idée de faire en sorte que tous les esclaves devraient être habillés de la même façon. Et je pense que c'est Sénèque qui est intervenu pour dire « surtout pas ». Ils vont se rendre compte de leur nombre. Et donc, ça risque de créer des tensions sociales énormes. Il y avait 2 tiers pas de citoyens, 2 tiers d'habitants de l'Empire romain, ou surtout à Rome, qui étaient des esclaves. Alors, c'est un peu la même chose qui se produit ici au Québec. Si on arrive, parce que je suis d'accord qu'avec la 2e, 3e génération, les choses changent. Mais en attendant, ça risque de créer des ghettos. Et c'est ça, je pense, le problème. On accueille trop de monde en même temps. Et ils se forment des communautés très visibles et ils risquent de se rendre compte de la force de leur nombre. Voilà. Mais les ghettos ne sont-ils pas, surtout, pas dans tous les cas, je ne suis pas dogmatique, je ne suis pas une marxiste dogmatique, bien que je sois très influencé par Marx, mais est-ce que ce n'est pas surtout un problème économique? Si on intègre les gens, il faut les intégrer à un niveau de classe moyenne, au niveau ordinaire. C'est sûr que si on produit des ghettos comme la banlieue de Paris, on va avoir des gens isolés et des gens qui n'ont pas de droits. Mais quelle ironie!
l'attitude anti-immigrant en France nous vient de la droite, de celle qui veut préserver le système économique où il y a des riches et des pauvres. C'est certain que les ghettos ne sont pas souhaitables. Et même là, on ne peut pas dire aux immigrants, par exemple, qui vivent dans le même quartier, c'est si terrible que ça. On peut les comprendre, n'est-ce pas? Il y a des restaurants de leur type, il y a des boulangeries, une boulangerie arménienne ici, une boulangerie juive là, un boucher halal ou un boucher kasher. On comprend pourquoi les gens sont ensemble. Mais il faut à tout prix, promouvoir finalement une absence de ghettos à long terme. Et ce que je pense qu'il faudrait dire aux gens qui demandent l'immigration au Québec, ou au Canada, au lieu de les leurrer à le fait nous avons un système parfait, une démocratie magnifique où chacun peut être ce qu'il veut et vous pouvez vivre comme si vous étiez en Arabie Saoudite, mais gagner votre vie comme si vous étiez au Canada, ce n'est pas du tout le cas. Il faudrait dire à ce monsieur-là que le pays est tolérant, que nous insistons que vous allez devenir un citoyen comme les autres, avec les mêmes droits et les mêmes obligations. Mais vous devez comprendre, si vous venez chez nous, que ça fait partie de nos croyances que votre fille pourra marier quelqu'un qui n'est pas musulman et que notre État n'est absolument pas contre cela, au contraire. Vous devez comprendre que nous croyons que tout le monde va aller ensemble. Vous ne pouvez pas former un ghetto linguistique. Vos enfants devront aller à l'école française ou dans certains cas exceptionnels à l'école anglaise, mais ils ne vont pas aller à l'école arabe ou à l'école chinoise. Ce n'est pas ça qui va arriver. Et donc, vous devez comprendre que la première langue de vos petits-enfants sera le français, dans le cas de quelques minoritaires, l'anglais, mais certainement pas votre langue. C'est une chose que les gens doivent comprendre. Mais par contre, si vous parlez de la question de nombre, soyons honnêtes historiquement. Personne n'a arrêté les mouvements de population. Il y a eu la période, par exemple, dans l'Antiquité, disons à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ, où les Doriens sont arrivés, ils ont conquis la Grèce, on ne pouvait pas les arrêter. Après ça, à la fin de l'Empire romain, il y avait les gens qui l'appelaient les barbares, on les achetait pour qu'ils sortent, ils traversent le Danube, le Rhin, et ils vont de l'autre côté. Ça n'a pas fonctionné. Et on n'a pas préservé le monde latin ou le monde celtique. Ils sont arrivés, les barbares slaves, les barbares germanophones, et ils ont réussi. Après ça, il y avait une époque où on n'a pas pu arrêter le mouvement des Arabes au 7e, 8e siècle, après le début de l'islam. Et là, il y a eu le mouvement contraire, n'est-ce pas, où les Européens ont fait leur expansion. L'Amérique, les Indiens, les Iroquois ont bien essayé, mais ils n'ont pas réussi. Le mouvement était trop fort pour eux. Il y avait les Autochtones australiens n'ont pas réussi. L'homme européen a tout conquis. Et ce qu'on connaît moins, mais c'est arrivé en même temps, les Russes ont pris la Sibérie, n'est-ce pas? C'est l'expansion des Européens dans les deux directions. Aujourd'hui, il y a un autre mouvement des peuples. Ce mouvement des peuples va réussir, c'est-à-dire il va y avoir un mélange. Probablement, le monde de demain, d'une génération, il y aura peu de gens qui sont complètement blancs, comme nous, il y aura peu de gens qui seront complètement noirs. J'ai été traité de raciste parce que j'ai dit qu'à McGill, il y a un an, par la communauté noire à McGill, quand j'ai dit que la solution des États-Unis, la solution au problème racial, c'est le mariage mixte, ils pensaient que je voulais les anéantir. Alors que moi, je n'avais aucune objection à ce qu'il épouse mes enfants. Donc, je ne sais pas comment j'étais raciste, mais je pense que c'est une réalité, la réalité démographique,
que les mouvements de population sont instoppables. Alors, il faut se poser la question, comment pouvons-nous préserver ce qui est bon dans notre culture, l'individualisme, la justice sociale? Et une des choses, c'est que nous devons limiter, le mouvement doit être graduel, parce que nous ne pouvons jamais intégrer 2 millions l'an prochain. Nous n'avons pas les écoles, l'infrastructure, les services médicaux, ce n'est pas faisable. C'est une chose, contrôler le rythme d'arrivée. Et également, assurer l'intégration paisible où le mariage mixte se fasse. Et j'ai dit toujours, les pays que l'on vante maintenant, que le Canada multiculturel, les minorités se vantent, par exemple, qu'il y a eu des pays qui ont tout toléré. L'Espagne sous les musulmans, n'est-ce pas? Il y avait les juifs, les chrétiens, les musulmans. Ils vivaient en harmonie totale, on nous dit. C'est pas vrai. J'ai lu un livre maintenant qui avait toutes sortes de problèmes. Par exemple, il y avait la peine capitale pour un chrétien ou un juif qui couchait avec une femme musulmane. Ça n'était pas permis. Tout le reste, oui, mais la femme musulmane n'y touchait pas. Mais ça a fini par une tragédie, n'est-ce pas? D'abord les juifs et après les musulmans ont été expulsés d'Espagne. Ça n'a pas fonctionné. Il y a eu d'autres pays qui ont subi l'immigration. Il y a eu la France, il y avait les Gaulois qui étaient celtes, les Romains qui sont arrivés, après ça les Francs qui étaient une tribu allemande, il y avait d'autres minorités qui sont arrivées, les Gitans, les Juifs, mais la France est un pays, c'est un succès. Aujourd'hui, personne ne sait qui est qui, sauf parfois par le nom ou par quelqu'un qui pratique de façon très légère une religion ou une autre, mais ça n'a pas empêché Léon Blum d'être Premier ministre. L'Angleterre, il y avait les Bretons, les Britons qui étaient des Celtes, il y avait les Romains, après ça les Anglo-Saxons germaniques, après ça le Normand qui était français. Mais là, voilà, nous avons un pays qui a une langue. Et les gens, les puristes qui disent il faut préserver notre langue, il faut préserver notre langue, il faut préserver toutes les langues, il faut que les gens parlent iroquois, bien qu'il soit impossible d'avoir une vie moderne. Je veux bien que l'iroquois existe, qu'on connaît la contribution de la littérature, des légendes, des mythes, mais il faut préserver notre langue. Eh bien, est-ce qu'il aurait été mieux de ne pas avoir le français et l'anglais, de ne pas avoir Molière et Shakespeare, parce qu'il fallait à tout prix garder le latin ou garder la langue anglo-saxonne? Ce n'est pas une solution possible. Alors pour moi, l'intégration totale, et à la fin de laquelle on ne sait plus qui est qui, est la solution, et la façon de le faire, c'est d'accueillir tout le monde. Moi, j'ai été très bien accueilli quand je suis arrivé. J'avais une année terrible où je ne comprenais pas ce qu'il disait. J'étais un garçon très ambitieux qui avait été le meilleur de classe à l'école. Et tout d'un coup, j'étais le dernier, je pleurais tous les jours. Je trouvais ça terrible. Mais les profs, les bonnes femmes dans l'école protestante, je les ai adorées, elles m'ont aidé, elles m'ont dit ça va aller, tu es très bon, regarde comment tu réussis en mathématiques, tu vas être le meilleur l'an prochain. Je les aimais tant que deux d'entre elles sont venues avec moi, je les ai invitées au club de la faculté à McGill dans les années 90, donc 40 ans plus tard, parce que j'étais tellement reconnaissant, et une autre, quand je prenais mes vacances à l'île du Prince-Édouard, où elle avait pris sa retraite, j'amenais mes enfants visiter ma prof. J'étais bien accueilli. Accueillons les gens de la même façon. Je suis reconnaissant. Je n'ai aucune amertume maintenant, ni envers ceux qui parlaient anglais, ni envers ceux qui parlaient français, parce que j'ai été bien accueilli. On ne m'a jamais dit, toi, tu n'es pas chez toi ici. C'est pas ton chez toi, va-t'en, tu es un immigrant. Pourquoi tu prends nos places ou nos emplois? On ne m'a pas dit ça. Alors ne disons pas ça à ceux qui arrivent maintenant. Alors, bien, bonsoir à tous. Je pense que c'est... Est-ce qu'il y a encore des questions? Et monsieur il y a des questions, oui, d'accord. Vous dites que l'école est un excellent endroit d'intégration. Okay. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude du ministère de l'Éducation face aux écoles illégales à Montréal? De quoi? Des écoles illégales à Montréal?
Je suis absolument contre. Je pense que c'est scandaleux. Et je vous dis que mon arrière-grand-père était un juif hassidique qui appartenait à la congrégation d'un rabbin comme ça, qui aurait sûrement été là, au coin. Si on le ressuscitait, il serait au coin de Parc et Laurier ou Parc et Saint-Viateur, et il serait comme ça. Mais, encore une fois, je suis allé à un mariage polonais de ma cousine. Je pris ma fille, nous sommes allés à Varsovie, au mariage de notre cousine à Varsovie. Et cette cousine est également la descendante de ce même juif hassidique. Le mariage était très, très catholique avec un prêtre. L'intégration se fait de sorte que son grand-père avait marié une femme de la campagne dont la mère était très religieuse. Elle a convaincu ses petits-enfants. Et donc, mon arrière-grand-père aurait été horripilé. Il aurait eu des frissons à voir sa arrière-petite-fille mariée dans une église à Varsovie avec l'approbation de ses cousins comme moi et des autres. Nous étions là. Tout allait très bien. Je suis contre les écoles hassidiques. Je pense que les écoles qui n'enseignent pas le programme québécois sont illégales. Je dirais une autre chose. Je suis contre les écoles ethniques privées, même si elles ne sont pas comme ça, même si elles enseignent, je suis contre ça. Je ne pense pas que c'est répréhensible. Je comprends pourquoi les gens les font. J'ai défendu certaines de ces écoles en cours quand elles étaient accusées d'être terroristes ou d'autres choses, mais je pense qu'il faudrait les intégrer avec les systèmes publics, que ce soit les écoles juives, les écoles musulmanes, les écoles grecques, je pense que, et les écoles snobs aussi, les écoles où on essaie de donner un avantage de classe aux petits riches. Je pense qu'il faudrait intégrer toutes ces écoles-là, mais c'est moins grave que les écoles hassidiques où on n'enseigne pas la littérature ou l'histoire. Mais j'ai une autre solution. J'ai une autre chose au sujet de l'éducation. Je pense que les parents dans nos écoles sont très préoccupés par les emplois que leurs enfants vont avoir par la suite. Et ça se comprend parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et ils veulent qu'on les prépare pour le marché de travail. Et moi, j'ai dit non. Je veux qu'il y ait un équivalent du cours classique pour tout le monde. Pas le même cours classique, pas le même parce qu'il faut quand même enseigner la science, enseigner les ordinateurs, mais un cours théorique, un cours dans lequel on enseigne la littérature, l'histoire, les cinémas maintenant, qui est un nouvel art qui n'existait pas avant. Les enfants à l'école secondaire devaient y avoir un film par semaine, un classique du cinéma. Je pense que cela va intégrer les gens. Mais je ne pense pas qu'il faut se limiter à notre littérature. Ce n'est pas seulement Marie Chapdelaine qu'on va leur enseigner. C'est la littérature française, c'est la littérature anglaise, mais également, par exemple, les grands chefs-d'œuvre de la littérature orientale, ils sont aussi bons. Murasaki, les grands romans chinois, la littérature d'Inde, ce sont des choses qu'il faut enseigner. Et comme ça, on va intégrer le monde sans donner un complexe d'infériorité. On dira à un enfant asiatique, tu vois, c'est nécessairement en français ou en anglais qu'on le fait. Mais on a énormément de respect. Tout le monde étudie ta littérature, la littérature de tes ancêtres, autant que la littérature de nos ancêtres. Donc, pas d'école privée, pas d'école snob, graduellement, mais aussi pas d'école purement technique, pas d'école d'entraînement, mais d'éducation. Et c'est comme ça qu'on va créer cette nouvelle génération qui saura lire et écrire. Est-ce que je peux poser une petite question? Oui. Voilà, vous parlez du cursus des écoles. Quand on veut avoir une philosophie particulière pour l'enseignement, il faut passer par le ministère de l'Éducation et avec toutes les procédures que le fonctionnaire, ou en fait l'État nous donne. Et c'est très difficile
si on n'est pas une école privée, si on ne fait pas une école privée, d'arriver à l'objectif que vous venez avec éloquence de nous décrire. Au contraire, l'école privée apporte cette capacité, tout en respectant le cursus central, de pouvoir mettre sur pied différentes valeurs, tant au niveau de l'apprentissage, de la façon dont l'enseignement se fait, si c'est un enseignement participatif ou si c'est un cours magistral, ou au niveau de l'intégration des matières. Quand on veut donner plus de cours en littérature, en philosophie ou du côté des arts, tout en respectant le cursus du ministère, c'est impossible de faire ça dans une école publique. Alors voilà pourquoi l'école privée est intéressante au Québec, parce qu'on a ce stimulus qui fait en sorte qu'on a un choix. Et ce choix-là respecte tout ce que vous venez de décrire jusqu'à présent, c'est-à-dire les éléments fondamentaux d'un individu dans sa description universelle, telle que le déclare la Déclaration des droits de l'homme de 1948, c'est-à-dire mettre l'accent, reconnaître que l'être humain a une composante spirituelle qui doit être reconnue autant dans la place publique, sans être... comment je dirais ça, sans être un obstacle, et à tous les droits qui nous sont reconnus par la Déclaration des droits de l'homme. Sûrement, je suis d'accord avec vous et je ne suis pas hypocrite non plus. C'est parce que vous dites deux choses. Là. Vous dites que l'école privée, c'est une école de snob. Au départ, c'est un qualificatif qui est... c'est ce que vous avez dit, Maître Julien. C'est l'attitude des parents que j'ai décrivée. Ah, bien là, ce n'est pas les enfants, ce n'est pas la pédagogie, il faut faire attention. Moi, j'ai envoyé mon fils à l'école Notre-Dame à Montréal, donc à une école privée, parce que je savais tout ce que vous avez dit sur les écoles publiques, qu'il n'y avait pas de choix. Mais ce que je veux faire maintenant, parce que n'oubliez pas que j'ai payé 3 ou 4 000, c'est pas beaucoup, pas comme les écoles non subventionnées, disons, 6 000 15 000 ou 20 000 c'est les écoles qui permettent l'enseignement en anglais sans c'est une école française subventionnée, 3 ou 4 000, mais je réalise, par exemple, que pour mes secrétaires qui ont 2 ou 3 enfants, 12 000 $ par année était impossible. Elle n'aurait pas pu le faire. Donc, vous dites que c'est un choix, mais ce n'est pas un choix pour elle. C'était un choix pour moi. Ça ne prenait pas un homme très riche pour le faire, mais ça prenait quand même un homme au moins de la bourgeoisie. Et ce que je préconisais, ce n'était pas l'abolition immédiate de ces écoles, mais l'intégration avec les systèmes privés. Et je prévoyais que les départements d'éducation deviennent moins bureaucratisé et que cette liberté soit octroyée à tout le monde. Alors, quand j'ai dit « je vais avoir le cours classique », j'ai dit « le cours classique pour tout le monde ». Le cours classique pour les pauvres. Quelqu'un qui ne peut pas se le permettre, il ira à une école où le bureaucrate du département de l'éducation ne pourra pas dire « il faut avoir 4,5 heures de ça et pas une autre chose, une flexibilité. Il faut, comme je suis contre toute forme de standardisation. Par exemple, j'en veux à M. Barrette maintenant, quand il est en train d'intégrer toutes les facultés de médecine. Il faut faire ça, il faut faire ça. Il va y avoir un centre d'excellence. Donc, le cancer se fera seulement, tel cancer seulement à Royal Vic, à Montréal, et l'autre seulement à Notre-Dame. Et donc, il n'y aura plus de différence. Je pense que c'est un meilleur système de dire on va garder l'Université de Montréal et McGill avec leur réseau hospitalier. On permettra aux deux de faire le cancer, aux deux de faire la cardiologie. S'il y a un grand spécialiste, disons à l'Institut de cardiologie, qui a un étudiant à McGill qui est particulièrement intéressé, on appellera, on fera un échange, il ira étudier avec les types à l'Institut de cardiologie, vice-versa. Quelqu'un de l'Université de Montréal viendra au Royal Vic ou au General pour un spécialiste en oncologie ou en quelque chose de cette nature-là, mais on gardera les systèmes différents. Et au bout de 7 ans, 8 ans, on pourra comparer
Où y a-t-il eu de meilleurs résultats, par exemple, dans le traitement de telle et telle maladie? On dit constamment, quelques bureaucrates au département de la santé disent « Pourquoi nous avons 2 hôpitaux pour enfants à Montréal? Pourquoi ne pas les fusionner ?» La réponse est « Ça nous permettra, au bout de 10 ans, de savoir où il y a eu moins de mortalité en leucémie ou en tumeur, où on pourra voir quelle procédure est meilleure que l'autre. Et à ce moment-là, celui qui a moins bien fait ça va s'adapter, puis on va continuer. Même chose dans l'éducation. Mais vous parlez de la diversité, mais c'est justement ce que fait l'école privée versus l'école publique. Parce qu'au niveau de la pédagogie, là, moi, j'ai eu l'expérience avec l'école Montessori. C'était une école qui était ouverte pour tout le monde, oui. Mais ça a été une bataille sans fin pour la faire reconnaître dans le système public. Ça, c'était une injustice de la part du département, une inflexibilité. Mais c'est toujours comme ça? Oui. Le Québec, j'ai parlé justement de la cruauté d'un procéduralisme. C'est partout, dans les garderies. Ils font des petites règles et puis ils veulent qu'elles soient observées au dernier détail. Ce qui est essentiel, c'est qu'il n'y ait pas d'école, comme les écoles acidiques, qui produisent des enfants qui ne savent pas lire ou compter. Mais c'est pour ça qu'ils font des règles. Ce qui est également important, c'est qu'on ne standardise pas tout. Alors, ma solution est exactement la vôtre, permettre les écoles Montessori à l'intérieur du système public. Et je vous dirais que quand mon fils était à Notre-Dame, j'ai peut-être été un peu dur avec le mot école snob, c'était des parents ambitieux, c'était pas uniforme. C'était pas seulement francophone. C'est pas du tout. Je n'ai jamais dit que c'était une question ethnique. Il y avait beaucoup de Grecs, d'Italiens, d'immigrants. Mais c'était tous des gens qui pouvaient, s'il avait 2 ou 3 enfants, se permettre 10 000 par année. Et ça, c'est une barrière. Merci. Bon, peut-être... Est-ce qu'il y a encore une question? Je pense qu'on pourrait laisser M. Gris se reposer. Mais s'il y en a une dernière, ça pourrait être possible. Est-ce que vous pourriez avoir le microphone parce que je... Carmen Leblanc. Oui. Alors, je veux vous dire que vous avez un beau prénom antique, Julius. Oui. Et je voulais savoir, vous avez dit un mot qui je pense, qui veut dire un sablier, là, dans votre... un clepsydre. Clepsydre. Ça s'écrit comment? C-L-E-P-S-Y-D-R-S, l'horloge qu'on utilisait. Un sablier, oui. C'est ça? Merci. Mais mon nom classique vient de Pologne, où c'est un nom qui existe, sauf qu'on ajoute un Z. Et quand je suis arrivé ici, on s'est débarrassé du Z à la fin, mais c'est le nom qui vient effectivement de César, qui en Pologne existait. Ici, c'est moins populaire, mais voilà, c'est mon nom. Eh bien, merci infiniment à vous, public, et à nos invités. Merci beaucoup et bonne soirée.